Oligarques russes. Oligarques russes. Oligarque russe, la mort de Boris Berezovsky. Il était l'un des hommes les plus riches de Russie, qui est devenu l'un des critiques les plus virulents du président Vladimir Poutine. Le FBI a perquisitionné 2 maisons liées à un oligarque russe qui était une figure centrale dans l'enquête de Mueller. Au début des années 2000, Vladimir Poutine est entré dans le chaos de la Russie et a promis l'ordre. Il a tenu les milliardaires du pays en respect, mais il leur a permis de garder leur fortune, tant qu'ils ne se mettaient pas en travers de son chemin. C'étaient les oligarques, les magnates, qui ont amassé des milliards pendant les années 1990 chaotiques, en s'emparant des biens de l'État pour presque rien. Pendant un temps, ils l'ont soutenu, et en échange, il leur a offert protection et pouvoir. Mais cet accord, il a fait son temps. Petit à petit, Poutine a retourné tout le système contre eux. Ce qui avait commencé comme un partenariat est devenu un piège impliquant des morts mystérieuses, des punitions et des richesses volées. Et tandis que les élites perdent leur emprise, les Russes ordinaires perdent eux aussi, alors que Poutine continue de les dépouiller en plein jour. Aujourd'hui, nous allons examiner ce lent et délibéré siphonnage de richesses, de pouvoir et de contrôle que Poutine impose à tous ceux qui ne font pas partie de son cercle rapproché. Pour comprendre pourquoi cela se produit, nous devons revenir à la façon dont tout a commencé. Quand Poutine est devenu président en 2000, la Russie était en ruine. L'Union des républiques socialistes soviétiques s'était effondrée 10 ans auparavant, plongeant les années 1990 dans un chaos total. Les actifs étatiques, des champs pétrolifères aux usines d'aluminium, ont été cédés lors de privatisations douteuses. Un groupe restreint d'hommes d'affaires rusés et impitoyables est devenu immensément riche du jour au lendemain. C'étaient les oligarques. Des gens comme Boris Berezovsky, Vladimir Goussinski et Mikhail Khodorkovsky. Ils possédaient non seulement des entreprises, mais des industries entières. Ils possédèrent des jets privés, des villas londoniennes et une influence politique suffisante pour faire ou défaire des gouvernements. À la fin des années 1990, ils dirigeaient quasiment le pays, finançant les politiques et influençant les lois pour protéger leurs empires. Mais à son arrivée, Poutine les a vus comme un problème. Pas parce qu'ils étaient riches, mais parce que leur richesse leur donnait un pouvoir qu'ils n'avaient pas. Si vous continuez à regarder, vous savez déjà qu'il ne s'agit pas seulement de corruption, mais d'un système basé sur la peur et le vol. Mais ces vidéos ne se répandent que si vous les partagez. Si vous trouvez cette histoire importante, aimez et abonnez-vous. Ça nous aide à battre l'algorithme et à mettre tout cela en lumière. Merci. L'approche de Poutine était simple et directe. Il ne voulait pas détruire les oligarques, il voulait simplement les contrôler. Il leur a donc proposé un marché. Restez en dehors de la politique, taisez-vous, et vous pourrez garder vos milliards. Un accord simple. Vous ne me défiez pas et je ne viens pas vous chercher. La majorité a compris et accepté le message. Ils conservaient leurs entreprises, yachts et vies luxueuses, à condition de rester loyaux et de ne pas se mêler des affaires du Kremlin. Pendant un temps, cela a fonctionné. Les oligarques vivaient comme des rois et Poutine a consolidé sa mainmise sur le pays. Le système était stable, ou du moins, il en avait l'air. L'économie russe prospérait grâce au prix élevé du pétrole, et l'élite acceptait les nouvelles règles. Cependant, il y avait des voix dissidentes. Quelques oligarques pensaient pouvoir résister, et Poutine s'est assuré qu'ils en paient le prix. Mikhail Khodorkovsky, l'homme le plus riche de Russie au début des années 2000, fut le premier exemple. Il dirigeait Yukos, l'une des plus grandes compagnies pétrolières du pays, valant des dizaines de milliards. Le problème, c'est que Khodorkovsky n'était pas seulement riche, il était ambitieux. Il a commencé à financer des partis d'opposition, à parler de réformes politiques, et même à laisser entendre qu'il pourrait se présenter à la présidence. C'était un défi direct lancé à Poutine, et cela n'est pas passé inaperçu. En 2003, Khodorkovsky a été arrêté de manière spectaculaire, arraché de son jet privé par des agents armés. Les accusations de fraude et d'évasion fiscale n'étaient pas crédibles pour beaucoup. Son procès fut une leçon publique. Défier le Kremlin signifie la fin. Yukos, frappé par d'énormes redressements fiscaux, a fait faillite et a été démantelé. La majorité a été acquise par Rosneft, une compagnie pétrolière d'État dirigée par Igor Sechin, un proche allié de Poutine. Khodorkovsky a passé 10 ans dans une prison sibérienne, avant d'être libéré et exilé en 2013. Sa fortune s'était envolée et son influence anéantie. Le message aux autres oligarques était limpide. Nul n'est à l'abri d'une chute, Khodorkovsky y compris. Boris Berezovsky, un autre poids lourd des années 1990, a tiré la même leçon. Berezovsky avait été un faiseur de rois, un homme qui avait aidé Poutine à accéder à la présidence au départ. Il contrôlait des médias, des compagnies aériennes et pétrolières, n'hésitant pas à faire sentir son influence. Mais lorsqu'il a commencé à critiquer le gouvernement de Poutine, les choses mobiles ont rapidement changé.
Sa chaîne de télévision, Ostankino Radio Télévision, a été forcée de passer sous contrôle étatique. Ses autres entreprises ont subi des audits et des procès. En 2001, il s'est enfui à Londres, abandonnant son empire en ruine. La Russie a émis des mandats d'arrêt contre lui, et il a passé le reste de sa vie en exil, à mener des batailles juridiques et à perdre de l'influence. En 2013, il a été retrouvé mort dans sa salle de bain, vraisemblablement après un suicide. Mais des interrogations demeurent. Une autre cible précoce était Vladimir Goussinski, qui possédait NTV, une grande chaîne de télévision indépendante. Le crime de Goussinski était de laisser sa chaîne diffuser des reportages critiquant le Kremlin. Il a été arrêté en 2000, forcé de vendre NTV à une entreprise proche de l'État, puis expulsé du pays. Il vit désormais en Israël, loin de son ancien pouvoir. Il est clair que ces répressions et cibles n'étaient pas dues au hasard. C'étaient des manœuvres calculées pour montrer au reste de l'élite ce qui arrive quand on sort du rang. Au milieu des années 2000, la classe des oligarques avait changé. Les magnates indépendants et arrogants des années 1990 avaient disparu, remplacés par une nouvelle génération de milliardaires qui comprenaient les règles. Des hommes tels que Roman Abramovich, resté loyal et ayant conservé sa fortune, ou Alisher Ousmanov, qui a bâti un empire dans les métaux et les télécoms tout en restant dans les bonnes grâces du Kremlin. Malgré leur richesse, ils n'étaient pas libres. Leur fortune dépendait de leur loyauté. Poutine tolérait leur richesse, à condition qu'ils sachent qui était le chef. Ils vivaient dans une prison dorée. Tu pouvais posséder des penthouse, des îles privées et des équipes de football, mais tu n'étais jamais réellement ton propre patron. Un faux pas, et le système de Poutine, devenu sa plus grande arme, viendrait te chercher. Il lui suffisait de montrer qu'il pouvait arrêter les oligarques et saisir les entreprises. Les contrôles fiscaux étaient son arme de prédilection. Soudainement, une entreprise recevait une facture énorme pour des impôts impayés de plusieurs années, avec des amendes pouvant mettre en faillite même les plus grandes sociétés. Les procureurs et les services de sécurité étaient toujours prêts à intervenir, lançant de longues enquêtes. Les saisies d'actifs étaient une autre tactique utilisée. Une usine, une mine ou un champ pétrolier pouvaient être saisis et remis à une entreprise d'État ou à un allié de Poutine. Pour ceux qui résistaient trop, l'exil était le mieux qu'ils pouvaient espérer. La prison, voire pire, était toujours possible. Les oligarques n'étaient là plus des partenaires, mais des subordonnés. Cet arrangement est resté stable pendant des années. L'économie était prospère grâce aux revenus pétroliers et gaziers, permettant aux oligarques de vivre confortablement. Mais tout a changé lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022. La guerre et les sanctions occidentales visant l'économie et les élites russes ont bouleversé la situation, au-delà des combats. Les oligarques, qui avaient passé des années à bâtir des fortunes à l'étranger, ont vu leurs avoirs et yachts saisis dans des ports italiens et français. Les comptes bancaires à Londres, New York et en Suisse ont été bloqués, rendant les propriétés à Monaco et à Miami inaccessibles. Pour Poutine, c'était une occasion de consolider son emprise. Il a utilisé les sanctions comme une arme, disant aux oligarques que l'Occident était le véritable ennemi. Selon lui, si des gouvernements étrangers pouvaient prendre votre argent, le Kremlin le pouvait aussi, sauf si vous prouviez votre loyauté. La guerre est devenue un test de loyauté, forçant les oligarques à contribuer à l'effort, qu'ils le veuillent ou non. Certains ont été contraints de faire d'énormes dons à l'État ou à des projets soutenus par le Kremlin, comme la reconstruction des territoires occupés en Ukraine. Certains ont vu leurs entreprises nationalisées, ou remises aux proches de Poutine, sans possibilité de refus. Un mot de travers, un soupçon de dissidence, et vous risquiez de tout perdre. Oleg Deripaska, magnat des métaux, et autrefois l'homme le plus riche de Russie, a atteint une fortune de près de 30 milliards de dollars à son apogée. Son empire de l'aluminium, Russol, était une puissance fournissant des canettes de soda aux avions de chasse. Mais lorsqu'il a qualifié la guerre d'insensée en 2022, Poutine n'a pas laissé passer cela. Les sanctions occidentales, Fapushi Corpo Savechin avait déjà gelé ses avoirs à l'étranger, comme un manoir de 250 millions de dollars au Royaume-Uni, réduisant sa fortune à moins de 2 milliards de dollars d'ici 2024. Et de retour chez lui, Poutine a resserré l'étau. Le gouvernement a saisi un hôtel appartenant à Deripaska en 2023, affirmant qu'il était nécessaire pour des raisons d'État. Depuis l'an dernier, Rusal est sous pression pour produire de l'aluminium pour l'équipement militaire, des chars aux missiles. Les responsables russes ont exigé de Deripaska une hausse de la production et des impôts, détournant ainsi les profits de son entreprise vers l'effort de guerre. Il était contraint d'accepter, sinon il risquait de tout perdre, pas seulement son hôtel. Poutine n'a pas seulement puni cet homme pour avoir pris la parole, il a aussi volé sa richesse pour alimenter la machine de guerre, petit à petit. Roman Abramovich, le gars qui possédait le club de football de Chelsea, a subi une pression similaire.
Avec une fortune dépassant 12 milliards de dollars avant la guerre, il a tenté de rester neutre, jouant même les médiateurs de paix en 2022. Mais cela ne l'a pas sauvé. Les sanctions occidentales l'ont forcé à vendre Chelsea pour 3,2 milliards de dollars, une énorme perte, et ses propriétés au Royaume-Uni ont été gelées. Vladimir Poutine a saisi l'opportunité malgré sa richesse bloquée en Russie. La société sidérurgique de Bromovitch, Efras, est devenue un fournisseur clé pour l'armée, produisant des matériaux pour les armes et les bases dans les zones occupées. En 2024, le Kremlin a intensément poussé Evras à accroître sa production pour satisfaire les demandes militaires. Des législateurs l'ont publiquement exhorté à subvenir aux besoins de l'armée. Il a investi ses profards dans des projets de guerre pour rester conforme, sachant qu'une erreur pouvait lui faire perdre ses avoirs russes. Poutine n'a pas pris directement l'argent d'Abramovitch, mais il s'est assuré que sa richesse serve l'État, épuisant ses ressources pour financer la guerre. Alishir Ousmanov, un loyaliste avec une fortune de près de 18 milliards de dollars, pensait aussi être à l'abri. Ses médailles et son empire des télécommunications, incluant Metalonovist et Mégaphone, lui ont valu les faveurs du Kremlin. Mais même lui n'a pas pu échapper aux exigences de la guerre. Les sanctions ont gelé son yacht de 600 millions de dollars et son jet privé en 2022, le laissant coincé dans le système russe. Poutine en a profité. En 2024, Ousmanov était forcé de financer la guerre. Son usine sidérurgique approvisionnait l'armée en matières premières, et son journal, Commerçante, relayait la propagande de Poutine. Le Kremlin n'a pas saisi les entreprises d'Ousmanov, mais la menace de tout perdre suffisait à le pousser à ouvrir son portefeuille. Les entreprises de Prigojine ont financé les contrats de défense, contribuant aux 13 000 milliards de roubles dépensés par la Russie pour l'armée en 2025. Poutine avait transformé la loyauté d'Ousmanov en machine à cash, siphonnant sa richesse pour maintenir le régime fort. Didi Paska, Ibramovitch, Ousmanov et d'autres grands noms ont aussi ressenti durement la pression. Leur richesse leur a été arrachée, alors que Poutine resserre son emprise. Prenez Mikhail Friedman, un magnate de la banque et de la distribution qui a cofondé Alpha Group, l'un des plus grands conglomérats financiers de Russie. Friedman avait une fortune de plus de 15 milliards de dollars avant la guerre, avec des investissements dans tout, des supermarchés aux télécommunications. Il a tenté de rester neutre au début de l'invasion, appelant même à la fin du conflit en 2022, ce qui n'a pas plu au Kremlin. En 2024, ces entreprises russes ont fait l'objet de contrôles fiscaux et d'enquêtes soudains. Des rapports ont révélé qu'il a été contraint de céder des parts dans Alpha Bank à des acheteurs proches de l'État pour une fraction de leur valeur. Friedman est coincé, sa fortune diminuant alors que le Kremlin utilise sa richesse pour financer la guerre. Il a obtenu son manoir londonien et son jet privé, simples accessoires. Beaucoup d'autres partagent sa situation, sans que cela n'aide réellement. Cela inclut Gennady Timchenko, un proche allié de Poutine depuis le KGB. Timchenko a bâti un empire de 20 milliards de dollars grâce au commerce du pétrole et du gaz, principalement via sa société Gunvor. Il était un fidèle soutien des projets du Kremlin. Mais même la loyauté ne garantit pas la sécurité. En 2024, les entreprises russes de Poutine étaient critiquées. Le gouvernement a ouvert des enquêtes sur des accords énergétiques pour violation fiscale présumée. Selon des sources proches du dossier, c'était un prétexte pour le contraindre à payer des centaines de millions à l'État, principalement pour les dépenses militaires. Timchenko reste riche, mais il a été sévèrement appauvri. Son entreprise est exploitée pour financer l'armée de Poutine. C'est un rappel brutal. Personne n'est intouchable quand le Kremlin a besoin d'argent. Aussi intense que fut la dernière affaire, celle de Vadim Moshkovitch est encore plus dramatique. C'est le milliardaire derrière Roussogro, une immense entreprise agricole qui produit du sucre, du porc et des céréales. Moshkovitch était un oligarque plus discret qui restait en dehors de la politique. Mais en mars 2025, la police l'a arrêté pour fraude et détournement de fonds, choquant l'élite russe. Les médias d'État ont rapporté son arrestation, mais les détails étaient flous, avec seulement des allégations vagues de crimes majeurs. Les bureaux de Roussogro ont été perquisitionnés, et ses avoirs gelés. La vérité ? Le gouvernement de Poutine convoitait sa fortune. Les guerres ont vidé le budget de la Russie, et l'empire rentable de Mouchkovitch était une cible de choix. Son arrestation a envoyé un message. Même les magnates discrets ne sont pas à l'abri. Les entreprises de Mouchkovitch sont démantelées et confiées à des proches du Kremlin, tandis qu'ils luttent pour éviter la prison. Bien qu'il y ait trop d'exemples pour tous les citer, nous ne pouvons certainement pas ignorer l'un des cas les plus récents, à savoir la chute de Konstantin Stroukov. Il était l'un des hommes les plus riches de Russie, un magnate de l'extraction d'or milliardaire dirigeant Yuzhanetselatso, un important producteur d'or. Stroukov, un loyaliste discret soutenant le Kremlin, a changé d'attitude en juillet de cette année. Il a essayé de s'enfuir en Turquie dans son jet privé de 50 millions de dollars, mais les autorités ont immobilisé l'appareil. Un tribunal a ensuite ordonné la nationalisation, autrement dit le vol, de son empire. Officiellement, on parlait de violation vague, mais la vérité était plus évidente.
Les mines d'or de Strukov étaient une véritable manne pour financer la guerre de Poutine. Ces biens ont été saisis et remis à des entreprises d'État ou des alliés fidèles du jour au lendemain. Des posts sur X montrent la panique des élites moscovites, qualifiant Strutukov de loyaliste hier et de cible aujourd'hui. Sa fortune, bâtie sur des décennies, s'est évaporée en quelques jours, directement transférée dans le trésor de guerre du Kremlin. Tout cela ne vise pas à lutter contre la corruption ou à arrêter des criminels. Poutine ne cherche pas à rendre les choses justes, il s'agit simplement de pouvoir, tout simplement. Les oligarques menaçaient par leur richesse qui leur conférait de l'indépendance. Poutine ne pouvait pas tolérer cela, alors il les a brisés un par un, utilisant des arrestations, des saisies et des sanctions pour renforcer son contrôle. La guerre lui a fourni le prétexte idéal pour aller encore plus loin. De nos jours, les milliardaires vivent dans un monde où leurs avions privés et chalets suisses ne sont plus que des accessoires, ils ne sont plus des acteurs de la scène. Ces pions, possédés par le système qu'ils ont aidé à créer, ont permis à Poutine d'amasser plus de 50 milliards de dollars. Et il ne semble pas prêt de s'arrêter de sitôt. Mais l'emprise de Poutine ne s'arrête pas aux milliardaires. La vraie richesse qu'il a siphonnée vient d'un endroit bien plus banal. Bien que les oligarques aient perdu leur pouvoir, les Russes ordinaires ont été encore plus affectés. Ils ne perdent pas des yachts ou des villas à l'étranger, mais quelque chose de bien plus grand, leur capacité à construire un avenir. Pour les Russes ordinaires, le vol ne se résume pas à des descentes spectaculaires ou des procès publics. C'est dans le quotidien, dans l'érosion lente de ce qu'ils possèdent. C'est la banque qui refuse votre prêt, peu importe votre crédit. C'est la facture d'épicerie qui augmente alors que votre salaire stagne. C'est le rêve de posséder une maison ou de lancer une entreprise qui semble s'éloigner chaque année. Le système fonctionne, mais pas pour les gens qui y vivent. Approfondissons tout cela. Commençons par les banques, où la pression est la plus évidente. Le système bancaire russe est dominé par des géants publics tels que Sberbank et VTB, loin des banques de quartier conviviales. Ce sont des extensions du gouvernement, dont le rôle est de servir les priorités du Kremlin, et non d'aider les clients. Pour une personne ordinaire, obtenir un prêt est difficile. Les prêts hypothécaires, automobiles et aux petites entreprises sont soit inaccessibles, soit assortis de taux d'intérêt piégeux. Le taux d'intérêt moyen d'un prêt hypothécaire en Russie est d'environ 23%, et cela, si vous êtes même éligible. Les banques sont strictes et sélectives dans l'octroi de prêts. L'argent qu'elles prêtent va aux entreprises soutenues par l'État, aux industries de guerre ou aux personnes bien connectées. Pour un petit entrepreneur qui veut ouvrir un café ou un jeune couple cherchant à acheter un appartement, ils font face à une paperasse interminable, des refus ou des conditions rendant l'emprunt perdant d'avance. Ce n'est pas un hasard, les banques font exactement ce pourquoi elles sont conçues, canaliser l'argent vers le sommet. Malgré le chaos économique, Sberbank, contrôlant près de la moitié du marché bancaire russe, a annoncé des bénéfices records de 1,5 billion de roubles, environ 15 milliards de dollars, en 2024. VTB n'était pas loin derrière, avec 423 milliards de roubles de bénéfices. Mais ces profits ne viennent pas de l'aide apportée aux gens ordinaires. Ils proviennent de frais élevés, de contrats d'État et d'investissements dans les priorités du gouvernement, comme la fabrication d'armes et les projets énergétiques. Pendant ce temps, les Russes ordinaires ont des comptes bancaires peu rentables et voient leurs économies se dévaluer quotidiennement. Les banques sont un canal transférant la richesse du public vers le régime, et le public n'a aucun mot à dire là-dessus. L'inflation plus impactante que tout autre impôt sévit également. La guerre a épuisé le budget russe. La banque centrale tente d'éviter un effondrement économique plus grave, principalement en augmentant les taux d'intérêt. À la mi-2025, le taux directeur est à 20%, après avoir été autour de 19%, fin 2024. Cela visait à contrôler l'inflation, mais cela a aussi rendu l'emprunt presque impossible et fait grimper les prix encore plus haut. Le gouvernement affirme que l'inflation atteignait 8,5% fin 2024, mais la plupart des gens savent que c'est pire. Les prix des aliments ont explosé. Le poulet qui coûtait 200 roubles le kilo, il y a seulement quelques années, se vend maintenant autour de 300. Les produits de base comme le pain, le lait et les légumes ont tous augmenté. En 2024, les factures de services publics ont grimpé de 10 à 15% dans de nombreuses zones. Le russe moyen gagne environ 73 000 roubles par mois, soit environ 700 $ américains, selon les taux de change du début de 2025. Les loyers à Moscou et Saint-Pétersbourg peuvent atteindre la moitié du revenu, laissant à peine assez pour la nourriture et les vêtements. Ce n'est pas seulement une question de malchance ou de mauvaise gestion, c'est le résultat d'un système qui épuise d'abord les gens ordinaires. L'État finance ses guerres et projets, mais c'est la population qui en assume le coût. Tout devient plus difficile, cher et inaccessible, sans même augmenter les impôts. Malgré la hausse du coût de la vie, les salaires stagnent. Le salaire moyen peut sembler correct sur le papier,
mais il n'a pas augmenté en termes réels. Corrigé de l'inflation, la plupart des Russes gagnent moins qu'il y a 5 ans. Les retraites, c'est encore pire. Le retraité moyen reçoit environ 15 000 roubles par mois, soit 140 $. C'est à peine suffisant pour la nourriture et les médicaments, sans parler du loyer ou des charges. Le gouvernement a promis de faibles augmentations de pensions en 2024, autour de 4 à 5%. Mais l'inflation a effacé tous les gains. Pour les jeunes travailleurs, les primes et les augmentations sont rares. De nombreux secteurs, notamment la technologie et l'industrie manufacturière, suppriment des emplois plutôt que d'en créer. Les sanctions ont bloqué l'accès au marché et aux pièces liées occidentaux, dont les usines ralentissent ou ferment tout simplement. Le résultat, c'est une main-d'œuvre qui est coincée, incapable de gagner plus ou de progresser. Pour aggraver les choses, l'effondrement du rouble a empiré la situation. Le taux de change, rouble contre dollar, est passé d'environ 60 roubles pour $1 début 2022 à 105 roubles en février 2025. C'est une chute de valeur de 75%. Pour les gens ordinaires, cela signifie que tout ce qui est importé est devenu terriblement cher. Les médicaments, l'électronique, les pièces automobiles et même les produits alimentaires de base importés coûtent désormais bien plus cher qu'avant. Le gouvernement a tenté de rediriger le commerce vers la Chine et l'Inde, sans vraiment résoudre le problème. Beaucoup des produits importés sont de moindre qualité, et les prix restent élevés à cause des frais de transport et des sanctions. Le téléphone qui se vendait à 20 000 roubles peut maintenant coûter 35 000, même s'il s'agit d'une marque générique. La véritable crise concerne les médicaments. La plupart des médicaments, surtout pour les maladies chroniques, sont importés ou dépendent d'ingrédients étrangers. Depuis le début de la guerre, le prix de nombreux médicaments a doublé et certains rayons sont complètement vides. Pour les familles en difficulté financière, le choix se résume souvent entre les médicaments et la nourriture. Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est ce qui se passe lorsqu'un gouvernement se protège tout en transférant le fardeau sur son peuple, morceau par morceau. Sans augmenter les impôts, le système prend quand même plus à chacun et leur laisse moins. Alors, où tout cela laisse-t-il les gens ? Bien que n'étant pas nommé ainsi, cela fonctionne exactement comme un impôt. L'argent disparaît sans facture portant le sceau du Kremlin. À chaque visite au magasin, quand on vérifie ses économies, on paye plus pour recevoir moins. C'est un lent prélèvement, qui affecte le plus durement ceux ayant le moins de marge pour perdre. La classe moyenne russe, celle qui avait commencé à croître au début des années 2000, est en train d'être discrètement vidée de sa substance. À l'époque, les ingénieurs, enseignants et informaticiens pouvaient s'offrir des voitures, des courts séjours, et même épargner pour un appartement. Aujourd'hui, cette stabilité disparaît, car beaucoup de ces personnes partent. Depuis le début de la guerre, plus d'1 million de Russes ont quitté le pays, la plupart étant jeunes et instruits. Ils cherchent à fuir un système qui ne fonctionne plus pour eux, pas seulement de meilleurs emplois. Un système qui prend sans offrir d'avenir. Ceux qui restent sont piégés dans une économie qui se rétrécit. Il est plus difficile de trouver du travail, surtout dans les secteurs les plus touchés par les sanctions. Le secteur technologique, jadis porteur d'espoir, a perdu 10% de ses effectifs entre 2022 et 2023, et poursuit cette tendance. L'industrie manufacturière ne s'est pas non plus remise. La production automobile a chuté de 60% en 2022, et les principaux constructeurs automobiles étrangers se sont complètement retirés. Les petites entreprises ferment massivement. Sans accès au crédit ni à des chaînes d'approvisionnement stables, même gérer un café ou un atelier de réparation est devenu une véritable épreuve. Selon la Chambre de commerce de Russie, plus de 200 000 petites entreprises ont fermé en 2024, et pas uniquement pour des raisons commerciales. Des foyers perdent leurs revenus, des travailleurs leur emploi, et des communautés se voient lentement dépouillées du peu qu'elles possédaient. Rien de tout cela ne ressemble à un vol sur le papier, mais le résultat est le même. La richesse est extraite silencieusement et continuellement du bas et du milieu, tandis que les personnes au sommet restent intouchées. Vous vous demandez sûrement où va tout cet argent volé. Les dépenses de guerre sont à l'origine de ce problème. La Russie injecte de l'argent dans l'armée comme jamais auparavant. En 2024, le budget de la défense était de 10,8 billions de roubles, soit environ 100 milliards de dollars ou près d'un tiers de l'ensemble du budget national. Pour 2025, il devrait atteindre 13 billions, ce qui représente environ 140 à 145 milliards de dollars, soit en gros 36% du budget total. C'est plus que ce qui est dépensé pour la santé, l'éducation et les infrastructures réunies. Chaque rouble qui va dans les chars, les missiles ou les salaires des soldats est un rouble qui ne va pas dans les hôpitaux, les écoles ou les routes. Pendant que l'État investit des milliards dans les chars, les services publics s'effondrent. En zone rurale, les cliniques ferment et les écoles se délabrent. Même en ville, la situation est mauvaise. Moscou et Saint-Pétersbourg peuvent le sembler en bon état à première vue,
Mais si vous regardez de plus près, vous trouverez des hôpitaux en manque de personnel et d'équipement, des bus qui tombent en panne et des routes qui n'ont pas été refaites depuis des années. Pendant l'hiver 2024, des coupures d'électricité et de chauffage ont fait grelotter des milliers de personnes dans leurs maisons, de la Sibérie à la Volga. Le gouvernement a blâmé les responsables locaux, mais le vrai problème réside dans les priorités. Il y a toujours de l'argent pour la guerre, mais jamais assez pour le peuple. En même temps, le coussin financier de la Russie, le Fonds national de richesse, diminue aussi rapidement. Il a été créé pour atténuer le choc lorsque les prix du pétrole baissent. Mais maintenant, il est vidé pour combler les trous du budget. Les prix du pétrole russe sont déjà limités. Mais si le pétrole reste à environ 50 $ le baril, les analystes estiment que le fonds pourrait s'épuiser en un peu plus de 2 ans. C'est dangereux, car le pétrole est une grande part des revenus russes. Quand les prix baissent, il reste peu pour combler le manque. Mais la pression ne concerne pas seulement le pétrole. Le gouvernement prend le contrôle de plus en plus d'entreprises privées. Les entreprises autrefois dirigées par des propriétaires expérimentés, étrangers ou russes, sont maintenant confiées à des proches du Kremlin. Cela peut aider l'État à court terme, mais lui nuit à long terme. Les nouveaux gestionnaires sont souvent peu compétents ou motivés pour bien diriger. Le manque de concurrence n'incite pas à l'innovation ou à l'amélioration. Avec le temps, le système s'affaiblit, entraînant le retrait des investisseurs, la disparition des emplois et la stagnation de la croissance. L'économie russe devient plus centralisée, fragile et dépendante du contrôle du Kremlin, ce qui n'est pas une stratégie viable pour créer de la richesse. C'est un moyen de gagner du temps, pendant que les fondations s'effritent en silence. Hors guerre, les autres priorités du Kremlin sont aussi financées. La propagande des médias d'État comme Russia Today et la chaîne 1 financée par des milliards est cruciale pour garder la population sous contrôle en dépeignant la guerre comme une noble lutte contre l'Occident. La surveillance est un autre gouffre financier. Le service fédéral de sécurité, le service de sécurité russe, a étendu son emprise, surveillant tout, des réseaux sociaux aux appels téléphoniques privés. Ce n'est pas donné. En 2024, les dépenses pour la sécurité nationale et l'application de la loi se sont élevées à 5,5 billions de roubles, soit presque autant que pour la santé. Les dépenses de surveillance du service fédéral de sécurité ont explosé avec l'extension des systèmes de reconnaissance faciale, de surveillance des réseaux sociaux et d'écoute téléphonique dans les grandes villes. Les gens hésitent maintenant à publier en ligne, ou même à parler de politique en public. La dissidence est non seulement punie, mais aussi préventivement réduite au silence. L'État construit un climat de peur et d'autocensure qui garantit que la guerre et le système qui la soutient se poursuivent, sans être remis en question. Pendant ce temps, les Russes ordinaires doivent se serrer la ceinture. Les jeunes familles peinent à payer sa carte la garde d'enfants et à avoir un deuxième enfant. Le taux de natalité est au plus bas depuis des décennies, avec seulement 1,2 million de bébés nés en 2024 contre 1,8 million il y a 10 ans. Les gens n'ont pas d'enfants parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et les programmes de soutien familial du gouvernement, comme les allocations de maternité, ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan. Finalement, oligarques et citoyens russes se ressemblent à certains égards. Ils sont tous deux pris dans le même système, perdant ce qu'ils croyaient posséder. Pour les milliardaires, leur pouvoir et leur liberté d'action indépendante. Pour le public, c'est l'opportunité d'une vie meilleure et de planifier l'avenir. Poutine a replié tout le pays sur lui-même, construisant une machine qui sert un seul homme et son cercle, tandis que tous les autres en perdent le prix. Poutine a non seulement trahi les oligarques, mais aussi truqué les banques. Il vide une nation, morceau par morceau, tout en pointant du doigt tout le monde sauf lui. L'Occident, les élites, les ennemis qu'il a créés. Les oligarques ont perdu leur pouvoir, le peuple a perdu son avenir. Et les systèmes continuent de tourner, prenant à tous ceux qui sont en dehors des murs du Kremlin. Il dévore l'ambition, réduit au silence la dissidence et remplace les opportunités par l'obéissance. Ce qui était autrefois un pays plein de potentiel est devenu une machine à pouvoir, qui échange des vies contre de la loyauté et brûle son propre avenir pour alimenter le présent. La tragédie n'est pas seulement ce que la Russie a perdu, c'est ce qu'elle aurait pu être.